Le hasard, il est partout, n'est-ce pas? Du jeu de cartes à la météo, en passant par la génétique, on a l'impression que c'est une force un peu chaotique. Eh bien aujourd'hui, on va voir qu'on peut y mettre un peu d'ordre. On va apprendre à le décortiquer, à le comprendre, et qui sait, peut-être même à le maîtriser un peu. Alors, est-ce qu'on est complètement démuni face à ce hasard? La réponse est plus intéressante qu'on ne le croit. C'est vrai, on ne peut pas prédire avec certitude le résultat d'un seul lancer de dés. Mais on peut comprendre le jeu dans son ensemble, mesurer l'univers de tout ce qui peut arriver. Et ça change tout. Ok, voilà le programme. On va y aller étape par étape. On commence par les fondations, apprendre à bien compter. Puis on va construire là-dessus pour parler de probabilité, voir comment les événements s'enchaînent, comment savoir si un jeu en vaut la peine, et enfin, comment prédire des résultats quand on répète plusieurs fois la même expérience. C'est parti. On attaque avec le premier point, l'art de bien compter. Ça peut sembler tout bête, mais en réalité, c'est la base. Si on ne sait pas combien il y a de résultats possibles à une expérience, on ne pourra jamais calculer la moindre chance. C'est le point de départ de tout le reste. Et là, il y a une distinction super importante à faire. C'est vraiment la première question qu'il faut toujours se poser. Est-ce que l'ordre a de l'importance ? Imaginez une course. Le podium Anna, puis Ben, puis Chloé, ce n'est pas du tout la même chose que Ben, puis Anna, puis Chloé. Ça, c'est un arrangement. Maintenant, imaginez qu'on forme un comité de 3 personnes, que l'on choisisse Anna, puis Ben, puis Chloé, ou dans un autre ordre, au final, c'est le même comité. Ça, c'est une combinaison. Cette différence est fondamentale. Et ce tableau, c'est un peu notre guide de survie. Il résume tout. Il suffit de se poser des bonnes questions. Est-ce qu'on tire les éléments un par un ou tous en même temps? Est-ce qu'on remet ce qu'on a pioché dans le tas? Selon les réponses, on saura exactement quel outil mathématique utiliser pour compter sans rien oublier. C'est notre boîte à outils. Bon, maintenant qu'on sait compter le nombre de cas possibles, on peut passer à la vitesse supérieure. On va faire le pont entre combien de possibilités et quelles sont les chances que ça arrive. Et voilà la formule magique, le concept au cœur de tout. Quand chaque résultat a exactement la même chance de se produire, la probabilité est en fait une simple fraction. En haut, on met le nombre de résultats qui nous intéressent, les cas favorables, et en bas, on met le nombre total de résultats possibles. C'est tout. Le nombre de façons de gagner divisé par le nombre de façons de jouer. C'est aussi simple et puissant que ça. Ce qui est fascinant, c'est que cette théorie n'est pas née dans un laboratoire. Non, elle vient des tables de jeu. Au XVIIe siècle, un joueur, le chevalier de Méré, a posé des cols à Blaise Pascal et Pierre de Fermat sur des jeux de dés. Et c'est de leurs échanges qu'est née la théorie des probabilités. C'est une histoire qui s'étend sur des siècles, jusqu'aux fondations solides posées par Kolmogorov au XXe siècle. Ok, on a vu les bases. Maintenant, on va compliquer un tout petit peu les choses. Parce que dans la vie, les événements sont rarement tout seuls dans leur coin. Souvent, ce qui se passe à un instant T a une grosse influence sur ce qui va se passer juste après. Et ça porte un nom. La probabilité conditionnelle. L'idée, c'est juste de mettre à jour ce qu'on sait. C'est la probabilité qu'un événement arrive, sachant que quelque chose d'autre est déjà arrivé. Une nouvelle information change complètement la donne. Si on apprend qu'il pleut, la probabilité de croiser quelqu'un avec un parapluie augmente d'un tour. C'est ça, une proba conditionnelle. Ici, il y a une différence essentielle à comprendre, l'indépendance. Si on lance une pièce, le premier résultat n'a aucune influence sur le deuxième. Les deux lancers sont indépendants. Maintenant, si on tire une carte d'un jeu et qu'on ne la remet pas dedans, là, le deuxième tirage dépend complètement du premier, parce que le jeu de cartes a changé. Ce sont des événements dépendants. Savoir faire la différence, c'est crucial. Et pour visualiser ces enchaînements, l'arbre de probabilité est un outil génial. Regardez cet exemple. On part d'une urne avec 3 rouges et 2 vertes. Au premier tirage, on a 3 chances sur 5 de sortir une rouge. Facile. Mais attention, on ne la remet pas. Du coup, pour le deuxième tirage, le jeu n'est plus le même. Il ne reste que 4 boules, dont 2 rouges. La probabilité de tirer une deuxième rouge n'est plus que de 2 sur 4. Et pour calculer la chance de faire rouge puis rouge, on n'a qu'à multiplier les probabilités le long de cette branche. C'est super logique et visuel. Bien, maintenant qu'on a ces outils, on va pouvoir répondre à la grande question « Est-ce que ça vaut le coup de jouer à ce jeu ?» Comment savoir si un jeu est à notre avantage ou s'il est conçu pour nous faire perdre à long terme? Pour ça, on a besoin d'un nouveau concept, la variable aléatoire. C'est un nom un peu technique pour une idée toute bête. Ça consiste simplement à coller un nombre sur chaque résultat. Au lieu de dire « je tire une boule rouge », on dit « je gagne 4 points ». Ça transforme un résultat en un chiffre. Et avec des chiffres, on peut enfin calculer. Et le calcul qu'on va faire s'appelle l'espérance mathématique. Attention, l'espérance ne nous dit pas ce qu'on va gagner au prochain coup. Pas du tout. Elle nous dit ce qu'on peut espérer gagner en moyenne par partie si on jouait un très très grand nombre de fois. C'est en quelque sorte la note moyenne du jeu. Si elle est positive, le jeu est en notre faveur. Si elle est négative, méfiance.
Alors comment on la calcule cette espérance? C'est très simple. On fait un tableau. Pour chaque issue, rouge, noire, blanche, on écrit le gain associé. Plus 4, moins 3, 0. À côté, on met la probabilité que ça arrive. Et dans la dernière colonne, on multiplie le gain par sa probabilité. Ça nous donne la contribution de chaque issue à la moyenne du jeu. Il ne reste plus qu'à additionner les résultats de cette dernière colonne. Et là, on trouve 1/12. C'est un chiffre positif. Ça veut dire qu'en moyenne, à chaque fois qu'on joue, on gagne 1/12 de point. Ce n'est pas énorme, mais ça signifie que sur le long terme, le jeu est favorable aux joueurs, la maison ne gagne pas toujours. Allez, dernière ligne droite. On a vu des tirages uniques ou en 2 temps. Mais que se passe-t-il si on répète la même expérience, encore et encore? Par exemple, si on lance une pièce 20 fois de suite, à quoi peut-on s'attendre? La brique élémentaire pour ce genre de situation, c'est l'épreuve de Bernoulli. Encore un nom qui fait un peu peur, mais l'idée est ultra simple. C'est une expérience qui n'a que 2 issues possibles. Succès ou échec. Pile ou face. Réussir ou rater son tir. C'est tout. La seule condition, c'est que la probabilité de succès reste la même à chaque fois. Et quand on répète plusieurs fois de suite ces épreuves de Bernoulli, on entre dans le territoire de la loi binomiale. C'est un raccourci mathématique incroyable. Au lieu de dessiner un arbre de probabilité avec des milliers de branches, cette formule nous donne directement la réponse à la question « Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 7 succès en 10 tentatives ?» C'est un outil extrêmement puissant. Comme le disait le grand physicien James Clerk Maxwell, la vraie logique de ce monde est dans le calcul des probabilités. Et c'est exactement ça. Ce ne sont pas juste des formules abstraites, c'est une véritable grille de lecture pour comprendre le monde qui nous entoure. En résumé, on a vu que le hasard, ce n'est pas juste du chaos total. On a des outils, un langage, pour le structurer, le mesurer et raisonner avec lui de manière logique et rigoureuse. On est parti de quelque chose de simple, compter. Et petit à petit, on a construit une véritable boîte à outils. On a défini ce qu'est une probabilité, on a vu comment les événements s'influencent, on a appris à évaluer un jeu et même à modéliser des répétitions. On est beaucoup mieux armé pour faire face à l'incertain. Au final, le but n'est pas d'éliminer le hasard, c'est impossible. Le but, c'est de le comprendre, de le mesurer pour prendre de meilleures décisions, des décisions plus éclairées. La vraie question maintenant, c'est quelle est la prochaine incertitude qu'on va tenter de maîtriser ?